Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Indigo Pulse pour tous ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire. Donc Indigo Pulse, c'est la grosse série de webinaires qui permet de vous projeter dans une carrière en RSE. Si vous nous rejoignez à peine, on n'en est pas ni à un ni à deux, mais à trois webinaires aujourd'hui avec celui qu'on va faire maintenant. Et je peux vous assurer qu'on a eu pas mal de conseils, pas mal d'insights, donc restez accrochés. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'école Indigo. On a pour mission de former toutes les personnes qui veulent vraiment rendre la RSE concrète et actionnable en entreprise. On est spécialisé sur la reconversion puisque plus de 90% de nos alumni sont passés par une transition professionnelle. On fait partie du campus Maria Schools, qui est un campus de formation pro axé sur la pédagogie Montessori, donc très axé sur la pratique. Et actuellement, on a deux programmes certifiants, un qui permet de devenir consultant ou responsable RSE et un qui est dédié à la CSRD pour mieux la comprendre et pouvoir mettre ça en pratique dans vos entreprises. Notre intervenant aujourd'hui, c'est Arthur, qui est responsable RSE chez Publicis Live Paris. Je le laisserai se présenter, mais il va vous partager ses missions, ses enjeux au quotidien. Et juste côté logistique, on va prendre toutes les questions qui seront posées dans le chat à la fin de la présentation d'Arthur. Donc voilà, Arthur, je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Merci Sephora. Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui pour vous parler de la RSE au sein du domaine de l'événementiel. Moi, je suis Arthur Carwas. Je suis responsable RSE de l'agence Publicis Live Paris, que je vais vous présenter juste après. Moi, j'ai un parcours initialement au sein du sport, dans le domaine du sport. Donc, je viens de l'événementiel sportif, mais toujours avec cette brique RSE qui a toujours été présente dans mon parcours, suite à une licence marketing éthique dans un premier temps, puis un master management du sport. C'est comme ça que j'ai croisé ces deux domaines. Et voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la RSE au sein du domaine de l'événementiel et comment on l'appréhende aussi au sein de l'agence Publicis Live Paris, dont je fais partie. Donc, c'est parti. Tu peux passer. Merci beaucoup. Dans un premier temps, je vais vous parler du groupe Publicis. Le groupe Publicis est un gros groupe médias et communication qui comporte plus de 100 000 employés dans une centaine de pays. Donc, c'est un groupe français qui a bientôt 100 ans dans un an. Donc, on fête nos 100 ans en 2026. Et comme vous le voyez, on a de nombreuses expertises qui comportent ce groupe. Ça va de la création du conseil et contenu à l'expérience et la transformation numérique, la production audiovisuelle. Il y a également toute une partie sur le sport et le divertissement. Les médias, bien évidemment, qui est l'expertise initiale et originelle du groupe, et l'influence. Donc nous, Publicis Live Paris, nous sommes une agence de communication événementielle et on se trouve dans ce pôle influence. Et je vais vous en dire un peu plus sur la slide suivante. Donc voilà, nous, on fait partie des top 5 des agences de conseil en événementiel en France, avec plus de 50 marques accompagnées par an et plus de 80 événements également organisés par an. Donc un gros rythme d'organisation et d'événements tout au long de l'année. Je vous présenterai les différents types d'événements sur lesquels on travaille par la suite, avec également une cinquantaine de collaborateurs qui travaillent au sein de cette agence Publicis Live Paris. Constamment, donc on fait appel aussi avec tout un réseau de freelance qui travaillent avec nous sur les différents métiers qui composent l'agence. Et nous sommes également une agence certifiée ISO 20121 depuis plusieurs années maintenant. Et je reviendrai sur ce point-là, sur la norme ISO 20121, qui est un point important pour nous et qu'on met en valeur tout au long de nos présentations et de notre travail avec les différentes parties prenantes. Donc, notre expertise et notre positionnement, il se comporte dans un premier temps sur du corporate. Donc, c'est des événements à vocation pour promouvoir des marques, des événements internes la plupart du temps. Donc là, on a la convention, par exemple, du séminaire, des vœux qui ont lieu chaque année en janvier le plus souvent, des salons professionnels, des assemblées générales et des stands qu'on produit aussi sur les salons sur lesquels se rendent les marques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup pour les différents groupes pour lesquels on travaille. On a une partie grand public également sur laquelle on travaille. Sephora, tu peux passer à la prochaine.
La partie grand public, elle comporte beaucoup d'événements aussi, de sommets mondiaux, de conférences internationales, d'expositions, de marketing expérientiel également. On a, par exemple, pour les JOP 2024, ouvert plusieurs pavillons pour des marques dans lesquels ils faisaient vivre des expériences aux visiteurs, et également des salons. C'est quelque chose qu'on produit aussi, de nombreux salons qui impliquent de nombreux enjeux en matière de RSE. Et enfin, la partie média-influence. Sephora, tu peux passer à la suivante également. La suivante, voilà, le média-influence, où on a toutes les parties lancement de produits pour des nouvelles marques, des nouveaux produits par exemple, des conférences de presse. On organise régulièrement également des soirées pour des entreprises. Donc là, la plupart du temps en interne, pour leurs collaborateurs, leurs managers par exemple. Et nous possédons également des événements propriétaires, comme le Viva Technologie par exemple, qui est l'un de nos événements phares et un de nos événements également laboratoire en matière de RSE, sur lequel nous pouvons tester des choses, aller plus loin sur les enjeux qui comportent la RSE. Donc, je vais vous parler maintenant de la RSE dans l'événementiel. C'est un sujet assez large, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux qui composent la RSE au sein de l'événementiel. Nous avons énormément d'acteurs qui sont impliqués sur les événements. Et je vais vous présenter un peu toute cette démarche-là. Donc, la première partie qu'on traite au sein de l'agence et dans le domaine de l'événementiel, c'est la restauration. Ils ne sont pas par ordre de classement, hein. C'est différents sujets qu'on va aborder et que je vais vous présenter qui sont très présents au sein de la RSE et de l'événementiel en général. Donc, la première partie, c'est la restauration. Comment on va faire face à rendre plus responsable la restauration au sein de l'événementiel sur tous nos événements. Donc, la restauration, on a différents sujets qui vont rentrer en jeu. Par exemple, la localité des produits, d'où proviennent les produits, est-ce qu'ils sont labellisés, est-ce qu'ils sont responsables et comment ils sont produits. Donc ça, c'est la première partie. Il y a aussi toute une partie autour du végétarisme, comment on met en avant le végétarisme et comment on convainc les participants et surtout les clients de mettre en avant et d'adopter des menus végétariens. Ça, c'est tout un point qui est vu durant les bilans carbone. Au sein des bilans carbone, la restauration occupe un poste important en général de l'empreinte carbone d'un événement. Donc on parle du 2, 3, 4e poste d'émission en général sur un événement classique qui est représenté par la restauration. Donc c'est un point important. Et on a aussi toute une partie sur les biodéchets, comment à la fois on lutte contre le gaspillage de la partie restauration sur nos événements, et également toute une partie sur les biodéchets, comment on s'assure que les déchets sont traités à la suite de l'événement, donc tous les aliments qui n'ont pas été utilisés lors de l'événement, comment on s'assure qu'ils rentrent dans une boucle pour être revalorisés par la suite, en général par des moyens de méthanisation pour créer de l'énergie. Donc c'est la première partie. Ensuite, il y a l'accessibilité. L'accessibilité, c'est un point important aussi qu'on retrouve très régulièrement, puisque évidemment, il y a de nombreuses lois maintenant qui obligent à rendre accessibles les lieux publics, par exemple, aux personnes en situation de handicap, mais on parle le plus souvent des personnes en fauteuil roulant. Il faut savoir que les personnes en fauteuil roulant représentent seulement 2% des personnes en situation de handicap. Donc, on a toute une autre partie de la population qui représente énormément de personnes et qui ont d'autres types de handicaps qu'il faut appréhender, qu'il faut anticiper également. Donc ça demande une anticipation sur plusieurs pans de l'événement. Il y a toute la partie, dans un premier temps, digitale. Donc s'assurer que les personnes ont accès à tout le contenu digital qu'on leur propose, que ce soit une application, un site internet, etc. Donc ça, il y a plusieurs éléments et applications qui permettent de faire ça. Par exemple, Facility, qui est une application qui permet de le greffer sur votre site internet pour adapter l'affichage de votre site internet en fonction du type de handicap. Donc ça, c'est une première solution qui existe sur le marché, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, EasyMob également, qui est un autre acteur qui permet de guider la personne sur un événement en fonction des points d'intérêt. Donc le guider en fonction de son type de handicap également. Ça peut être avec une flèche sur un téléphone mobile pour se diriger. Ça peut être un format horaire aussi,
dirigez-vous vers à 3 heures pendant 200 mètres, par exemple. Donc voilà, il y a plein de moyens qui existent pour anticiper et appréhender l'accessibilité numérique, notamment pour les seniors également. Dans le cadre des assemblées générales, par exemple, on rencontre beaucoup d'actionnaires qui sont plutôt seniors, avec des personnes assez âgées, donc ça demande d'appréhender ces aspects-là. Et ensuite, tout l'aspect physique, accessibilité physique des lieux. Donc là, c'est vraiment comment on anticipe également les besoins des personnes qui se rendent sur l'événement, les besoins en accompagnement, les besoins en accessibilité du lieu très concrètement. Donc, est-ce qu'ils auront besoin de matériel sur place? Est-ce qu'ils auront besoin d'une personne qui les accompagne jusqu'à leur siège, par exemple? Donc voilà, en tout cas, l'objectif, ce qu'il faut retenir sur la partie accessibilité, c'est comment on garantit la même accessibilité et la même expérience d'un événement pour tous, peu importe le handicap, peu importe les difficultés que cette personne peut avoir. C'est garantir la même expérience pour toutes les personnes qui se rendent sur l'événement. Donc voilà, on a ensuite toute la partie énergie. Donc là, c'est quel type d'énergie on va utiliser lors de l'événement. On sait maintenant que les générateurs sont très consommateurs de carburant et donc d'énergie. Donc on essaye de faire appel à d'autres types d'énergie qui sont moins émettrices de CO2. Donc ça va intégrer également le bilan carbone. Le bilan carbone, en général, l'énergie se trouve à la 4e, 5e place à peu près sur des événements assez classiques. On a la partie matériaux. La partie matériaux, c'est un point très important sur événement, on fait beaucoup de scénographie, de décors à usage unique et souvent très éphémère. Donc les matériaux, c'est un point primordial qui consiste à anticiper dans un premier temps quels matériaux on va utiliser, et quels matériaux on doit prioriser aussi en fonction de leur seconde vie et la seconde vie qui est possible pour eux. Donc on va plutôt utiliser du bois brut qui est plus facilement récupérable par des acteurs plutôt que du bois mélaminé assemblé, donc c'est-à-dire des copeaux de bois collés entre eux qui n'intéressent pas grand monde. Donc ça, c'est des aides à la décision qui sont réalisées en amont de l'événement. Donc ça demande de mettre en place une éco-conception vraiment pour appréhender ces enjeux-là. Donc c'est la première partie. Et ensuite, sur les matériaux, ça va être comment on anticipe la fin de vie des matériaux. Quel type de matériaux peut intéresser quelle structure, par exemple. Favoriser évidemment la location. La location est hyper importante. Moi, c'est ce que je répète sans cesse aux équipes qui travaillent avec moi, c'est de prioriser la location dans un premier temps. La location, ça permet d'être réutilisé sur plein d'événements différents et donc les 200 chaises qu'on utilise, par exemple, repartent directement vers le locataire et donc ça permet de les remettre sur le marché par la suite. Si la location n'est pas possible, essayez d'acheter mais d'anticiper la fin de vie. Donc travailler avec des associations, des ateliers d'artistes, ça peut être des écoles d'art, etc., qui peuvent être intéressés par ces types de matériaux et par plein de matériaux différents. Donc on peut retrouver... en fait, la particularité de l'événementiel, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de matériaux différents qui sont appliqués sur l'événement. Ça va du bois au plastique, au carton, au coton gratté, donc qui permet d'habiller les cloisons, à la moquette pour que ça soit appliqué par terre, dans les allées par exemple d'un salon. Donc voilà, c'est un peu la difficulté. On retrouve beaucoup, beaucoup de matériaux différents et ça demande aussi de trouver des débouchés pour ces matériaux. Mais c'est un point important qui occupe un point essentiel au sein du bilan carbone. En tout cas, on parle du deuxième ou troisième poste d'émission en général sur un événement qu'on organise. On a ensuite le transport et le fret. Le transport, il faut savoir que c'est le principal poste d'émission sur un bilan carbone d'un événement. Le transport est très émetteur de CO2, surtout quand on a affaire à un événement à l'échelle internationale. Les transports aériens, comme vous pouvez vous en douter, est très émetteur et représente la principale partie du transport en lui-même. Donc, sur un transport international, on a en général peu de marge de manœuvre, puisque l'objectif d'organiser un événement à l'échelle internationale, c'est de rassembler des personnes venant de toutes parts et de tout pays. Donc, on se concentre le plus souvent sur le transport en propre en France, c'est-à-dire une fois que les participants sont arrivés au sein du pays de l'événement,
comment on s'assure de mettre en place des solutions de mobilité douce. Ça peut être leur mettre en place des navettes, par exemple, mais également réaliser de la sensibilisation, de l'information, ça c'est hyper important aussi. Essayer de les embarquer dans cette démarche-là, de les sensibiliser sur « Ok, vous avez pris l'avion, il n'y a pas de problème, mais sachez que ça représente 2 tonnes de CO2. Et donc, la prochaine fois, essayez peut-être de participer à un événement plutôt aux États-Unis, vu que vous venez des États-Unis pour votre entreprise plutôt qu'en France. » Donc ça, c'est une première partie. Et également essayer de mettre en avant les mobilités douces. Donc ça passe par le vélo, par exemple, les transports en commun, voilà, tout un tas de mobilités qu'on peut leur proposer et des solutions aussi qu'on peut appliquer sur événement. Des solutions temporaires, par exemple. Je pense par exemple à un parking à vélo qu'on mettrait à disposition pour les visiteurs. Donc voilà, il y a plein de solutions qui existent pour les inciter et les sensibiliser à utiliser ces mobilités-là. Et ensuite, il y a le fret. Donc le fret, ça concerne toutes les livraisons des marchandises qui représentent également une bonne part du bilan carbone d'un événement. En général, on essaye de mutualiser les éléments et les transports qui viennent sur événement. Ça, c'est important. Essayer de, si 2 personnes viennent du même endroit, bah, essayer de mettre les marchandises dans le même camion pour qu'ils affrètent ces marchandises sur événement dans un et même camion au lieu de faire appel à 2 camions. Donc voilà, il y a plein de solutions également qui existent avec des nouveaux moyens de transport notamment. Il y a toute une partie sur l'hébergement. Je vais aller assez court également sur cette partie-là. C'est faire appel à des organismes ou des établissements labellisés, comme le label Clé Vert, par exemple. Il y a plein de labels qui existent au sein de l'hébergement et de la partie nuitée, on va dire. Donc voilà, ça représente en général le 3e ou 4e poste d'émission. C'est un poste important aussi, mais pas le plus gros. Donc on se concentre en général pas beaucoup dessus puisque les organisateurs et les clients ont des exigences assez fortes en la matière. Lorsqu'ils invitent des managers assez haut placés, c'est compliqué de les loger dans des petits hôtels, on va dire. Donc, il y a, voilà, il y a souvent une démarche qui est faite dessus, mais pas en profondeur par rapport aux autres sujets. Et ensuite, il y a le sujet de diversité-inclusion qui est un sujet important pour nous aussi et au sein de l'événementiel. C'est comment on s'entoure de personnes diversifiées venant d'horizons divers. Donc voilà, c'est toute une partie sur également comment on s'assure d'employer des personnes en situation de handicap sur nos événements, à travers des ESAT, des entreprises adaptées, à travers des travailleurs indépendants handicapés aussi, sur différentes missions. Il y a plein de missions qui sont possibles pour les engager et les embarquer dans cette démarche-là sur nos événements. Ça peut être, par exemple, de l'assemblage de badges, ça peut être de la création des trophées, ça peut être aussi des petites missions temporaires sur lesquelles on les fait travailler en fonction également de leur degré de handicap. Sur des hauts degrés de handicap, on va plutôt être sur des missions simples d'assemblage. En revanche, sur les travailleurs indépendants handicapés, là, c'est des gens qui ont des métiers, des métiers totalement normaux, on va dire, plutôt qualifiés presque, et auxquels on peut faire appel à eux de façon très simple et simplifiée sur nos événements. Et ensuite, il y a des goodies. Les goodies, c'est toute une partie sur pour lesquelles les clients tiennent encore à faire des goodies. Il y a encore beaucoup d'idées reçues et les mentalités évoluent assez lentement, on va dire, mais les goodies, moi, je recommande toujours de ne pas faire de goodies. Le meilleur goodies qu'on peut produire, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais après, il y en a qui tiennent à faire des goodies. Il y a plein d'entreprises qui font aujourd'hui des goodies responsables, qu'ils soient recyclés, recyclables, ou alors des goodies vraiment utiles. Après, l'utilité est propre à chacun en fonction de l'objet en question. Mais voilà, il y a plein de goodies qui sont possibles de faire. Mais arrêtons les stylos et les carnets, s'il vous plaît, quoi. C'est un peu la fin de cette ère, je dirais. Donc, je vais vous parler ensuite des certifications dans le domaine de l'événementiel. Il y a 2 grandes certifications, on va dire. La plus grande certification, c'est la certification ISO 20121. Pas la plus grande, je dirais, mais celle qui est à l'échelle internationale, donc c'est la plus importante, celle qui est la plus reconnue au niveau mondial. Je détaillerai un peu plus
en quoi consiste cette norme, mais il y a de nombreuses entreprises et on est l'un des pionniers en France sur cette norme ISO 20121. Ensuite, on retrouve également le label LEED. Le label LEED qui est un label dédié à l'événementiel, aux acteurs de l'événementiel, que ce soit un organisateur, un traiteur, enfin voilà, n'importe quelle entreprise impliquée dans le domaine de l'événementiel peut faire appel à ce label. Le label LEED, il attribue des médailles, donc médailles or, bronze, argent, en fonction de votre niveau d'engagement. C'est un label qui a été développé par Green Événements. Et ensuite, on retrouve des certifications plus classiques, on va dire, comme la certification B Corp, la certification EcoVadis aussi, qu'on retrouve régulièrement. EcoVadis qui consiste à évaluer toute la chaîne de valeur d'une entreprise, donc c'est-à-dire le scope 1, 2, 3, et ils vont faire appel à tous vos fournisseurs pour qu'ils se fassent eux-mêmes évaluer par EcoVadis, et ainsi évaluer tous les fournisseurs et tous les prestataires d'une entreprise, ce qui permet d'appréhender tout le scope d'une entreprise et tout l'engagement et d'évaluer son engagement dans sa globalité, on va dire. Donc voilà, c'est un peu les 3 labels que je vous ai mis en avant, mais il y en a plein d'autres. Après, il faut toujours se méfier de la fiabilité de ces labels. Il y a plein de labels émergents également, mais voilà, il y a de tout et il faut faire attention un peu à ce qui émerge, mais il y a plein de labels intéressants aussi qui sont à creuser et qui sont hyper intéressants pour la suite, je trouve. Ils fonctionnent tous un peu de la même façon, mais ont des méthodologies différentes, on va dire. Donc voilà pour la partie certification. C'est un point important. Les certifications, elles permettent de prouver vraiment votre engagement. Elles permettent de dire, OK, on a été vérifié par un auditeur tous les ans. C'est quelque chose d'important pour mettre en avant votre engagement, que ce soit en matière de durabilité, d'environnement, de social, etc. Mais nous, en tout cas, de notre côté, ça a de la valeur pour, à la fois en externe et en interne pour promouvoir nos engagements et aussi pouvoir communiquer sur OK, comment on s'engage, de quelle manière nous sommes investis dans ces sujets-là autour de la RSE. Et voilà, il y en a de plus en plus qui adoptent ce type de certification et ça va dans le bon sens. Ça permet aussi d'uniformiser l'engagement de chacun et de pouvoir se comparer entre 2 entreprises différentes. OK, bah toi, tu as une note de 75 sur EcoVadis, et bah moi, j'ai 85. Ça permet de comparer différentes entreprises sur leur engagement. Ensuite, il y a la partie bilan carbone. Une fois qu'on est certifié, par exemple, il y a toute la partie bilan carbone, comment on calcule notre empreinte carbone, à la fois de nos entreprises et de nos événements. C'est un point hyper important, les bilans carbone, puisque vous le savez, l'empreinte carbone et le rejet de CO2 sont l'un des sujets majeurs actuellement au sein de notre société. Donc, il faut qu'on s'empare de ce sujet-là à l'échelle de la France, mais à l'échelle du monde également. Donc, chaque entreprise doit s'emparer de ces enjeux-là. Ça devient une obligation légale petit à petit, donc on va de toute façon être contraint à prendre en main ces enjeux-là autour du carbone. Mais en tout cas, chez nous, ils se détaillent par plusieurs étapes. Dans un premier temps, c'est définir le périmètre du bilan carbone et les sources d'émissions à inclure. Donc, c'est-à-dire, OK, à partir de ce moment-là, est-ce que je calcule que mon empreinte carbone? Est-ce que je décide de calculer l'empreinte carbone de toute mon activité? Donc, c'est-à-dire du scope 1, 2 et 3. Voilà, faut choisir un peu quel est son cheval de bataille dans un premier temps. Pour une entreprise qui débute, elle peut pas tout faire au début, forcément. Elle va commencer par une démarche lente et sûre. L'objectif, c'est pas de tout faire d'un coup, mais de commencer avec des données fiables. Donc, dans un second temps, ça va être coordonner la collecte des données. Donc, OK, comment on s'assure qu'on embarque toutes les parties prenantes et tous les acteurs avec lesquels on travaille dans cette démarche-là? Comment on récolte cette donnée pour qu'elle soit la plus fiable possible également? Le cœur du sujet dans les bilans carbone, c'est clairement la récolte de données. Comment on arrive à avoir une donnée fiable au sein de nos parties prenantes? Donc, avec le traiteur avec lequel on a travaillé, le standiste qui va nous faire les cloisons, l'agent de sécurité, les hôtes et hôtesses, etc. Comment on va réussir à récupérer, à assembler toutes ces données-là pour avoir une donnée la plus fiable possible. Et c'est tout le cœur du sujet. C'est souvent très complet et complexe,
Les gens n'ont pas toujours conscience de ce que ça peut représenter un bilan carbone. Pour eux, ça se fait souvent en 2 secondes et c'est en un claquement de doigts qu'on peut le réaliser. Mais ça met du temps de récolter toutes ces données-là. Ça demande d'échanger, de sensibiliser aussi toutes les parties prenantes et les acteurs qui sont engagés. Donc, on retrouve en fait souvent des niveaux d'engagement très hétérogènes au sein des parties prenantes. Il y en a qui vont être très sensibilisés à ces sujets-là, d'autres pas du tout, ils ne sont pas du tout alertes. Donc, c'est hyper important d'adapter son discours aussi en fonction de la personne qu'on a en face de nous, d'adapter le vocabulaire, le langage également, et de l'expliquer, de l'accompagner, de le prendre par la main parfois quand c'est nécessaire, pour qu'il remplisse du mieux possible la collecte de données et les documents carbone qu'on lui fournit, par exemple, ou alors les informations dont on a besoin pour remplir notre bilan carbone. Donc ça, c'est la deuxième partie, coordonnée avec tout l'écosystème, la récolte de données. Et ensuite, on va convertir ces données-là en émissions de CO2. Donc ça, c'est des bases de données qui sont disponibles au sein de l'ADEME, de l'Agence de la transition écologique, du label bas carbone également. C'est des données qui sont disponibles en open source et qui définissent un quota carbone par type de prestation. Donc, un repas avec viande, par exemple, en moyenne, ça va être 30 kg de CO2. 100 km en train, ça va être 50 kg de CO2, alors qu'en TGV, ça sera 75. Et avec ça, avec toutes ces informations-là et ces données qui nous permettent de convertir les informations que nous ont données nos parties prenantes et nos acteurs, on va pouvoir les retranscrire en données de CO2. Et voilà, ça va nous permettre de calculer l'empreinte CO2 globale de l'événement et de chaque prestataire qui seront impliqués sur l'événement. Donc voilà, ça nous permet ensuite d'avoir la base totale de l'empreinte carbone d'un événement. On se dit, OK, on est je dis n'importe quoi, 50 tonnes sur cet événement-là aujourd'hui. Donc ça nous permet d'analyser aussi les résultats, d'élaborer un plan d'action, de dire aujourd'hui on est à 50 tonnes, mais comment demain on va pouvoir réduire à 40 tonnes par exemple, avec un plan d'action. OK, on va aller chercher 2 tonnes sur la restauration en baissant de 20% l'empreinte carbone du bœuf par exemple, en réduisant le bœuf au sein de la restauration, de l'offre de restauration, puisque le bœuf est l'un des plus émetteurs de CO2 et le plus émetteur de CO2 au sein de la restauration. Donc, on va enlever le bœuf, par exemple. On va réduire les transports des participants en proposant des navettes pour que ce soit des transports en commun, par exemple. On va réduire toute la scénographie pour qu'il y ait moins de matériaux qui soient engagés sur la scénographie et donc moins de CO2 émis par les matériaux. Enfin voilà, il y a tout un plan d'action ensuite qui est mis en place. L'idée, c'est d'avoir le bilan carbone le plus complet possible et le plus fiable possible sur un événement. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Avoir le bilan carbone le plus fiable possible sur l'événement pour savoir d'où on part et savoir où est-ce qu'on veut aller aussi. Si on n'a pas cette donnée-là de où est-ce qu'on part, combien a représenté de CO2 notre événement, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller vers l'avant pour réduire des postes d'émissions de CO2. Donc, c'est vraiment le sujet clé, avoir une donnée fiable pour aller vers l'avant et pour engager aussi toutes nos parties prenantes à réduire leurs émissions à travers tout un tas d'actions et les engager, voilà, tout simplement. Je vais vous parler maintenant de la politique RSE de Publicis Life Paris, donc de l'agence. Vous allez voir, on va retrouver beaucoup de sujets que je viens de vous évoquer. Il y a énormément de sujets qui reviennent et qu'on a placés dans différents principes et dans différents piliers. Donc nous, on a défini 3 grands piliers. On retrouve clairement au sein de cette politique RSE qui s'appelle la politique Even for Good. Politique Even for Good, c'est une méthodologie propriétaire et notre politique propriétaire. Donc on retrouve les grands piliers de la RSE et du développement durable, à savoir les personnes donc autour du social, avec tous les enjeux de solidarité. Donc ça qui concerne plutôt les associations, comment on essaye d'engager des associations au sein de nos événements. Toute la partie de diversité et inclusion et accessibilité dont je vous ai déjà parlé, et le principe de bienveillance, qui est un principe assez simple, c'est comment on s'assure de travailler avec des gens
avec qui on prend plaisir à travailler, des gens qui travaillent dans la bienveillance, en bonne intelligence. Et c'est aussi un point important pour pouvoir avancer de la meilleure des façons possibles sur ces sujets-là. On a un deuxième grand pilier qui est les territoires. Donc là, c'est comment on s'assure de faire participer les territoires et d'assurer l'économie des territoires, de participer à l'économie de ces territoires-là où on s'implante. On s'implante dans plein de territoires différents au sein de nos événements et des événements qu'on organise. Donc ça se traduit par exemple par la mutualisation, qui est notre premier principe. Mutualiser les moyens qu'on met en place, mutualiser également les différents aspects d'un événement. Donc ça peut se traduire par exemple par le camion dont je vous ai parlé tout à l'heure, essayer de mutualiser deux moyens pour en faire qu'un et ainsi favoriser et réduire l'empreinte carbone par exemple du fret. Il y a toute la partie circuit court, comment on fait vivre aussi les prestataires et l'économie d'un territoire. L'objectif, nous, on est basé à Paris, dans le 11e arrondissement. Donc, l'objectif, c'est pas de dire, OK, on descend avec toutes nos expertises à Lyon, par exemple, pour organiser un événement, mais de se dire, OK, bah, Lyon, ils ont tout un tas d'expertises aussi en local. Comment on va faire appel à une entreprise d'hôtes et d'hôtesses, une entreprise de sécurité, etc., en local et ne pas descendre avec toutes nos ressources de Paris sur l'événement, par exemple. Et ensuite, le troisième point, c'est un héritage positif qu'on essaye de laisser après nos événements, les événements qu'on organise, que ce soit sur le lieu, avec des infrastructures, par exemple, qu'on aurait mis en place sur un événement et qu'on aurait légué ensuite au lieu en question. Ça peut être également de l'héritage positif à travers de la sensibilisation, qu'on aurait par exemple sensibilisé nos clients, les personnes d'un lieu important pour adopter les bons gestes, avoir les bons réflexes en matière de développement durable. Donc ça fait partie des héritages qu'on peut laisser post-événement. Et ensuite, on essaye d'organiser également sur le troisième pilier des événements meilleurs pour la planète, donc autour de l'environnement, sur l'éco-conception, donc comment on s'assure d'intégrer ces enjeux-là de développement durable dès la phase de conception d'un événement. Donc là, ça demande d'appréhender tous ces enjeux-là dès le début, de former aussi les équipes à ces enjeux-là pour qu'ils deviennent autonomes sur les bons choix à faire, sur quel choix de matériaux, je vous le disais tout à l'heure, quel choix de prestataire, par exemple. Et voilà, on a aussi le deuxième principe qui est la frugalité. La frugalité qui consiste à dire à faire preuve surtout de sobriété dans les matériaux qu'on utilise, dans les ressources qu'on utilise, que ce soit de l'énergie, que ce soit des matériaux, ça peut être tout un tas d'éléments et se placer dans cette démarche de sobriété également numérique. On a beaucoup parlé il y a 1 ou 2 ans de sobriété numérique, puisque le gouvernement le mettait beaucoup en avant, mais c'est aussi un enjeu phare qu'on essaye de prendre en compte. Et ensuite, l'amélioration continue. Donc, l'amélioration continue, c'est de se dire, OK, on est à un point A aujourd'hui, on va essayer d'aller toujours plus loin dans cette démarche-là. Il faut savoir que la RSE est un chantier un peu infini, en quelque sorte. On peut toujours faire mieux, toujours aller de l'avant. Donc, il ne faut pas se décourager aussi dans ce chantier-là. C'est quelque chose qui est perpétuel, mais voilà, essayer de se dire, OK, aujourd'hui on en est là, cette année on en est là, mais demain on va toujours aller essayer de faire mieux et d'aller plus loin dans cette démarche-là. Et donc le schéma à droite représente plutôt le principe d'éco-conception. C'est ce que je vous disais, essayer de prendre ces enjeux-là dès la conception de l'événement. Donc avant l'événement, comment on va prendre en compte les enjeux au niveau social, environnementaux, etc., pour l'intégrer dès le début de la création dans l'événement. Donc, que ça soit pris en compte par les équipes. Il y a pendant l'événement également, où on va essayer de récupérer de la donnée pendant l'événement, de réaliser de la sensibilisation, par exemple, au sein des participants, pour les participants. Essayer de vérifier également tout ce qu'on a mis en place, si c'est bien appliqué. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut vérifier et appliquer le jour de l'événement et après l'événement, qui est très important aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au bilan carbone. Une fois qu'on a fait le bilan carbone, c'est pas la fin du travail. Le travail continue. Il faut réaliser un plan d'action, aller vers l'avant, se dire OK, aujourd'hui on en est là. Où est-ce qu'on peut réduire?
et faire un plan d'attaque pour le prochain événement que nous, on va produire ou la prochaine édition du client en question, par exemple. Ensuite, j'ai décidé de vous faire un petit focus sur l'ISO 20121. L'ISO 20121, comme je vous le disais, c'est une norme internationale. Il existe de nombreuses normes ISO à l'échelle mondiale dans tous les domaines, que ce soit sur l'informatique, la RGPD, un système de management responsable en général dans l'entreprise. Donc voilà, c'est une norme qui a été mise en place en 2012 à l'occasion des JO de Londres de 2012. Avec des groupes de travail de plusieurs pays et qui a été actualisé à l'occasion des JOP 2024. Donc avec une nouvelle norme qui a été une nouvelle version de cette norme-là, adaptée, qui a été actualisée. Cette norme, elle est surtout un peu plus contraignante. Elle demande davantage des obligations de résultats que de moyens. On n'est pas obligé de prouver vraiment nos résultats, mais l'idée, c'est de la rendre plus contraignante pour les gens qui la prennent en main et éviter les cas, par exemple, de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 qui était certifiée ISO 20121. Donc voilà, éviter ces cas-là de greenwashing pour que les entreprises qui s'en emparent soient vraiment engagées dans cette démarche-là et dans une démarche de système de management responsable. Donc, c'est-à-dire un système de management qui infuse tous les pôles de l'entreprise. Nous, c'est ce qui se passe au sein de Publicis Live Paris. La RSE n'est pas juste un pendant d'un côté de l'agence, mais vraiment la RSE infuse au sein de tous les pôles, de tous les métiers de l'agence. C'est quelque chose d'hyper important pour mettre en place la RSE également au sein d'une entreprise. La RSE ne peut pas rester dans un coin, elle doit être diffusée pour tous. Elle doit infuser vraiment au sein de tous les processus d'une entreprise et toutes les procédures. Donc, l'objectif de cette norme, c'est vraiment de se placer dans une démarche d'amélioration continue autour de la RSE, bien évidemment. De se dire, OK, aujourd'hui, on en est là, mais prouver vraiment les différents processus qui sont à droite, que vous retrouverez à droite, par exemple, les différents carrés de couleurs. Donc, il y a 6 grands thèmes au sein de cette norme ISO 20121. Il y a les achats responsables, comment on prouve qu'on réalise nos achats auprès de prestataires responsables, auprès de prestataires que nous avons identifiés, évalués, etc. Il y a toute la partie gestion des non-conformités. Donc, si on observe par exemple sur un événement une non-conformité, c'est-à-dire quelque chose qui s'est mal passé sur un événement, comment on arrive à gérer cette non-conformité sur événement et ensuite à éviter qu'elle revienne par la suite. Donc ça, c'est plein d'outils qui permettent de gérer ces désagréments qu'on retrouve sur événement. Il y a toute la stratégie globale et RSE, donc ça, c'est ce que je vous ai présenté juste avant, avec la stratégie Event for Good de Publicis Live Paris. Il y a toute la partie gestion des risques. Donc là, ça consiste à appréhender tous les risques qui peuvent survenir sur événement, mais pas seulement sur événement, un risque de bad buzz, ça peut être un risque d'attentat, un risque d'un ouvrier qui chute lors d'une phase de montage d'un événement, par exemple. Donc, c'est tout un outil qui permet d'anticiper ces risques-là, de prévoir et de mettre en place des actions de réaction si ce risque arrive, mais aussi des actions de prévention pour éviter que ce risque-là arrive. Donc ça, c'est quelque chose qui est demandé aussi dans la norme ISO 20121. Et il y a une partie sur la veille réglementaire, comment on s'assure que nous sommes en conformité avec les réglementations et les lois qui nous régissent. Donc ça demande de se tenir au courant de façon régulière des lois autour de l'événementiel, mais autour de la sécurité, par exemple, autour des déplacements. Enfin, il y a tout un tas de lois qui peuvent nous concerner et auxquelles on doit faire face et se tenir au courant. Et ensuite, toute la partie communication responsable qui, là, tourne autour de la communication, comment on arrive à communiquer nos engagements et comment on communique du mieux possible sur la partie responsabilité de l'agence, puisqu'il ne s'agit pas de savoir-faire, mais il faut également le faire savoir auprès de l'écosystème pour embarquer un maximum de personnes, d'entreprises sur notre expertise, sur notre engagement et essayer aussi de les motiver à rejoindre aussi ce mouvement-là de la responsabilité.
Donc, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma là-haut, il y a 247 entreprises qui sont certifiées à l'échelle mondiale, dont 124 qui sont françaises. Donc, on est quand même très bon en France en matière de durabilité sur les événements et c'est vraiment un point positif sur l'écosystème français en événementiel en tout cas. Et ensuite, pour finir, j'ai voulu vous faire un petit focus sur le cas Vivatech, qui est l'un de nos événements propriétaires. Le Viva Technologie, qui est un grand événement qui a lieu en juin, tous les mois de juin chaque année depuis 9 ans maintenant, Porte de Versailles. Il a rassemblé l'année dernière 160 000 visiteurs, donc c'est un nombre assez conséquent quand même, avec plus de 40 000 personnes par jour. Et l'objectif, c'est de mettre en avant toutes les solutions et les nouvelles technologies. C'est le deuxième plus grand salon autour des nouvelles technologies après le CES de Los Angeles. Donc, c'est vraiment un moment important pour Publicis Live Paris et qu'on organise depuis 9 ans. On est producteur exécutif. Et donc, cet événement, c'est un peu un événement laboratoire pour nous. Il nous permet d'aller plus loin dans nos engagements, de pousser la démarche le plus loin possible pour tester des choses, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est hyper intéressant pour nous d'avoir ce type d'événement-là à disposition pour essayer des solutions, essayer des nouveaux acteurs, des nouveaux prestataires. Et il y a plein de choses intéressantes qui ont été mises en place depuis 2016. Et je vous ai sorti quelques chiffres sur nos résultats en matière de RSE. On a 97% des matériaux des espaces Vivatech qui sont valorisés, ce qui est énorme au sein vous voyez quelques photos, mais je vous invite à aller voir différents contenus. Il y a énormément de matériaux qui sont utilisés, donc ça demande une grande organisation et logistique pour revaloriser ces matériaux, avec tout un système de scénographe, de scène qui a été pensé sur 3 ans, pour réutiliser les matériaux pendant 3 années différentes, qui s'appelle le Vivaland. Donc ça, c'est des points hyper importants pour Vivatech et pour Publicis Live Paris, de réutiliser ces matériaux. Ensuite, on a 100% de l'œuvre de restauration qui propose au moins une option végétarienne. Donc ça, c'est une autre donnée importante pour faire prendre conscience à la fois auprès des traiteurs, des food trucks qui sont présents lors de l'événement, mais aussi des visiteurs que le végétarien peut être tout aussi peut donner tout aussi autant envie qu'une viande ou qu'un poisson. Et en aidant les traiteurs et les food trucks à travailler leur menu, à les rendre attractifs aussi, pour que ça soit autant attractif que des menus classiques. Et on va augmenter cette part-là et la part du végétarisme tout au long des prochaines années, notamment sur la prochaine année-là. Et 25% des prestataires qui ont des actions de diversité-inclusion. Donc ça, c'est un point important pour nous aussi. On avait 2 entreprises adaptées qui étaient employées dans la dernière édition, sur la partie traiteur, donc en cuisine notamment, en maître d'hôtel, etc. Donc ça, c'est la partie diversité-inclusion est souvent mise de côté, mais c'est tout aussi important que la partie environnement. J'essaye moi personnellement, de la développer de plus en plus et de faire du bruit un peu sur nos événements sur ces engagements-là, puisqu'ils sont souvent mis de côté. Et la dernière partie, c'est le plastique à usage unique qu'on a banni de nos allées depuis le début déjà, avec l'interdiction de distribuer des flyers, des cartes de visite. Les kakémonos sont autorisés par exemple, mais s'ils sont réutilisés par la suite. Et donc voilà, tous les supports à usage unique sont interdits, en plastique en tout cas, les goodies notamment, surtout, le point très important, il est interdit de distribuer des goodies au sein du salon. Donc voilà, c'est plein de petits engagements comme ça qui permettent d'aller vers l'avant, et notamment un positionnement fort de Vivatech qui consiste à dire qu'ils ont interdit la moquette. Enfin, la moquette est absente dès la première édition depuis 2016. Il n'y a pas de moquette dans les allées. Alors qu'il faut savoir, sur ce type de salon, ils mettent des moquettes dans toutes les allées au sein de la porte de Versailles. Et si vous voyez la taille que ça fait quand même des surfaces assez importantes. Donc voilà, plein d'engagements et d'assets comme ça qu'on peut aller chercher et c'est hyper intéressant. Donc voilà un peu pour le cas Vivatech. Je vous remercie pour votre écoute et je me porte à votre disposition si vous avez des questions. Moi, je pourrais en parler pendant plusieurs heures, donc je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup, Arthur. On avait une première question qui avait été posée pendant ta présentation. C'était celle d'Alexandra qui demandait est-ce que ça vous arrive d'encourager une participation en visio? Je ne sais pas si ça s'applique à certains événements que vous faites. Oui, oui, c'est quelque chose qu'on a déjà préconisé à l'un de nos clients, qu'il n'avait pas adopté, mais on l'a déjà préconisé. Par exemple, on retrouvait un événement avec des personnes venant d'Europe et d'Amérique. Euh, on avait préconisé que les personnes en Amérique restent en Amérique et que les personnes en Europe puissent se rendre sur l'événement en Europe. Mais voilà, essayer de dissocier ces éléments-là. Après, les événements visio à proprement parler, c'est quand même pas dans l'ADN de l'agence. On l'a fait pendant le Covid, pendant la crise sanitaire. C'est quelque chose qu'on faisait. Mais les événements que nos clients organisent, c'est des événements qui ont pour but de se retrouver, de passer des moments conviviaux. Donc c'est toujours un peu la question et le sujet de quel est le bienfait de l'événement par rapport à l'empreinte qui le représente quelle est la balance, où est-ce qu'on met la balance aussi. Donc en visio, c'est assez rare, on va dire quand même, qu'on recommande de faire des événements en visio, mais de diviser deux événements en deux, ça c'est quelque chose que je peux faire. Donc faire un événement en Europe et faire un événement en Amérique pour réduire significativement l'impact du transport qui, je vous l'ai dit, représente entre 80 et 90% de l'empreinte carbone. Donc, diviser un événement en deux, oui, en visio, on le fait. Honnêtement, on le recommande très peu, puisque l'ADN de l'événement qu'il recherche, c'est du lien social, c'est partager un moment ensemble, etc. Mais je suis ouvert. On peut tendre vers ça, en tout cas, c'est possible. Merci, Arthur. Et peut-être une autre question pour finir. Est-ce que vos clients, finalement, est-ce qu'ils vous choisissent parce que vous avez cette approche RSE ou est-ce que c'est un peu compliqué d'introduire ces enjeux-là par rapport à leurs demandes? Non, non, ça leur arrive, évidemment, ils nous approchent pour cette raison-là. Après, ça leur arrive de nous sélectionner, puisque nous, on travaille beaucoup par appel d'offres. Donc, on reçoit un brief et on répond à un appel d'offres. Et ensuite, la RSE fait souvent la différence quand même en phase d'appel d'offres, en phase d'un concurrent ou d'un autre. Ça peut être totalement un avantage concurrentiel. En tout cas, moi, j'en suis persuadé que c'est un vrai avantage par rapport à nos concurrents, que ce soit notre engagement, que ce soit la certification, mais encore qu'on ait une personne dédiée à ça. On retrouve des cas d'agences qui sont 200, 300 ou même moins 100 personnes dédiées à la RSE. Nous, on a quand même la chance d'avoir que je sois là dédié à la RSE. On est deux. Aujourd'hui, je travaille avec Cécilia qui est en alternance avec moi. Et on est deux dédiés à la RSE sur une cinquantaine de collaborateurs. Donc, ce qui montre quand même l'engagement euh, de la direction sur ces sujets-là, qui montre leur soutien aussi, ce qui est très appréciable. Et c'est super. Et ça peut vraiment faire la différence sur le marché. En tout cas, les entreprises sont de plus en plus demandeuses de ces engagements-là sur OK, comment on peut s'engager sur notre événement, comment on peut faire un stand avec le moins d'impact possible. Enfin voilà, on voit en tout cas sur le marché de plus en plus de demandes. Après, encore une fois, c'est très hétérogène en fonction des acteurs. Ça, il y en a que c'est dans leur ADN, d'autres pas du tout, mais voilà. Merci, Arthur. Et il y a une dernière question d'Amid, mais je pense que c'est plutôt des conseils pour le coup. Pour une recherche de stage en RSE. Alors, si Mhm. vous recrutez aussi, Hamid est ouvert. Mais en tout cas, oui, si Arthur, tu as peut-être des conseils à donner pour trouver un stage, Hamid qui est en licence professionnelle éco-RSE. Ok. Bah, moi, je dirais, les stages, il y a beaucoup d'offres qui sont disponibles sur des sites spécialisés maintenant. Il y a beaucoup de sites spécialisés dans ce domaine-là. J'ai plus les noms en tête exactement, mais moi, par exemple, je venais du monde du sport et de la RSE et je cherchais pas mal sur Ecolosport, qui est un site qui rassemble les deux, en fait, qui croise ces deux domaines-là, la RSE et le sport. Mais je vous invite en tout cas à aller chercher ces plateformes spécialisées. Il y en a de plus en plus qui permettent de Jobs That Make Sense. C'est cette plateforme-là que je cherchais et qui est plutôt bien faite
pour rechercher des offres en matière de RSE. Et ensuite, mettre en avant votre expérience, c'est ça qui fera la différence aussi, votre engagement et votre sensibilité, le fait que vous soyez ouvert à ces sujets-là. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut plutôt adopter une position pas trop sensible à ces sujets-là, ne pas évidemment montrer que ces sujets nous tiennent à cœur, mais ne pas se braquer en cas de sujets qui n'avancent pas assez vite, par exemple, de choses comme ça, puisque moi, dans mon métier, en tout cas, je fais face à de nombreuses frustrations au quotidien, et si je me braquais, je n'avancerais jamais. Donc, essayer d'aller vers l'avant, quoi qu'il se passe, de s'adapter, de comprendre les problématiques et les besoins de chacun. Donc, montrer qu'on est capable de faire ça au sein de sa candidature, je trouve ça hyper important. Et voilà, c'est des qualités, en tout cas, que moi, je rechercherais si je cherchais quelqu'un en RSE. Merci pour ta réponse. Et il nous reste 2 questions. Donc d'abord, celle d'Isabelle qui demande si tu as des recommandations ou d'événements sur le thème de la RSE. Oui, je pense au Pro Durable, qui est un événement très connu autour de la RSE, qui est toujours très intéressant pour rencontrer plein d'entreprises différentes, également rencontrer de nouveaux prestataires, écouter des conférences, etc. C'est le premier qui me vient en tête. J'en avais d'autres. Après, autour de l'événementiel, il y a le salon Event, qui est un salon aussi important autour de l'événementiel, auquel on assiste régulièrement, mais qui a lieu plutôt en deuxième partie d'année, il me semble, sur la partie événementielle. Et ensuite, je vous invite à rechercher Alexandra qui propose Change Now et Talent for Planet, Exactement. qui se Ouais, tient en ouais, mars exactement. d'ailleurs. Ok. Ouais, c'est toujours hyper Et, intéressant, moi, les salons. En tout cas, ça permet de s'inspirer, de voir de nouvelles visions, et je trouve ça top. et donc, on avait une dernière question de Didier qui demande qui est-ce qui réalise vos bilans carbone? Les bilans carbone, c'est moi qui les réalise. Voilà. Avec notre outil, on a un outil en interne qui permet de réaliser ces bilans carbone, qui a été développé, et donc c'est moi qui réalise ces bilans carbone. Voilà. Comme je le disais, ça prend beaucoup de temps, mais je le fais de bon cœur puisque c'est important pour nos clients et pour notre agence aussi. Super, merci beaucoup Arthur, merci pour ta présentation. Merci à toutes les personnes qui ont assisté au webinaire. On va pouvoir clôturer. On se donne rendez-vous demain pour ceux qui souhaitent continuer Indigo Pulse à 10h30 avec Angel, qui est responsable RSE chez Magellan Partners. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site Join Indigo pour tous ceux qui envisagent de se former. Et je vous donnerai également le contact de Cyrine, qui est responsable admission, qui va faire un webinaire porte ouverte le jeudi 6 à 12h30. Donc encore merci Arthur et à demain j'espère pour la plupart d'entre vous. Bah, merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.